Hello. Lopino bibaila biloko olia. Baina ka biloko États-Unis. Oni ko boma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow! C'est mon bouche. Bana États-Unis. Kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Nurse6 Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Nurse6 Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Nouveau numéro face à face. Nous parlons état des sièges aujourd'hui, la communication autour de l'état des sièges, comment on doit communiquer. Et là, vous allez voir, vous allez certainement suivre un spécialiste dans la communication. Il enseigne l'art de communiquer et tous les instruments d'ailleurs, les gestuels et tout le reste. Eh bien, c'est le professeur Voto que vous connaissez tous. Il venait très souvent dans mes émissions et puis il a disparu. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant qu'il est de retour, on essaie de parler avec lui sur la question. Il a fait une tribune, mais que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il explique un peu l'état d'urgence à l'époque de Mobutu, comment ça se passait. Et la tribune, c'est Félix Tshisekedi sur les traces de Mobutu. Une question. Professeur Voto, comment allez-vous? Ça va très bien, Christian Bossé. Ça fait très longtemps. Ouais, parce que d'autres occupations, mais c'est oui. là. Alors, il faut dire qu'au-delà de ce que vous avez fait comme étude de la communication, vous avez aussi appris l'armée, quelque chose dans ce sens. Pas l'armée comme telle. Je suis spécialiste en stratégie. En stratégie. D'abord, il faut dire que j'ai beaucoup travaillé avec l'armée. C'est depuis 2016 que je forme le membre du CIFA, le Service de communication et d'information de l'armée, du général Kassonga et du général Ekenge. Donc, c'est depuis 2016 que je travaille avec eux. Je revenais dernièrement de Goma où j'ai formé encore d'autres qui sont dans, comme ils appellent, la 3e zone militaire. Mais cela est dû aussi à ma formation antérieure. J'ai fait le TIES, le collège aux études de stratégie et de défense. Donc, je m'intéresse à l'armée, ça m'intéresse beaucoup tout ce qui est stratégie, tout ce qui est armée, défense, voilà. Alors, je voudrais qu'on discute avec vous sur l'état des sièges. Vous avez vécu avant nous, vous avez travaillé avant nous, vous avez exercé la profession de journaliste, de journaliste avant nous. Aujourd'hui, l'état des sièges, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau d'abord? Commençons par là. Est-ce que c'est la première fois que la RDC connaisse un état des sièges? Peut-être dans la forme, parce que nous sommes dans une nouvelle constitution, peut-être dans la forme, état de siège, ça peut paraître nouveau par rapport au texte, oui. Mais les dispositifs ont été vécus du temps de Mobutu, je le rappelle dans la tribune que j'ai écrite. Quand le pays a connu les 2 pillages, 91, 93, et surtout à l'issue des 2 pillages, Mobutu a fait nommer un militaire dans la ville de Kinshasa, le général Amela Lokimabati. C'était lui le gouverneur. Et donc la ville a été gérée pratiquement comme ce qu'attend le gouvernement aujourd'hui, comme pratiquement l'état de siège. Donc
Et puis, quand il y a eu la guerre de l'AFDEL, l'avancée de l'AFDEL, et que la situation devenait compliquée, Mobutu a fait nommer un premier ministre militaire, le général Likulia. Donc, même si Mobutu s'est réservé de proclamer formellement l'état de siège, mais en tout cas... Mais dans la pratique, c'était la même chose. Vécu comme ça. Est-ce que Laurent Désiré Kabila a suivi le pas? Est-ce que Laurent Désiré Kabila, lui aussi, avait décrété un état de siège, à peu près? Non, non, non. Laurent Désiré Kabila ne s'est pas inscrit dans cette logique. Surtout pas après qu'il est arrivé au pouvoir, je crois, j'estime pour une ou deux raisons. La première, c'est que Laurent Désiré Kabila savait que cette armée-là, ceux qui la dirigeaient, c'était des Tutsis, c'était des Rwandais. Ce n'était pas un secret. Et donc, quand Laurent Désiré Kabila prenait une ville, il faisait élire un gouverneur. Et la plupart des cas, c'était des gens de l'UDPS, notamment c'est l'UDPS qui était en avance par rapport à la politique qui était implantée dans cette zone-là. C'est ainsi que Chadari, par exemple, deviendra le gouverneur à Kindu. Je crois le gouverneur de Kisangani, de la province de la ville de Kisangani. Je crois qu'à l'Équateur, c'était Mola Moutia. Voilà. C'était des gens que Kabila, ils étaient élus à main levée comme ça. Au stade à main levée à l'Ougandaise. Donc, je crois qu'il avait l'intention de contourner rapidement et remettre la direction des provinces du pays aux Congolais. Et il les a contournés comme ça. Parce que si on nommait les militaires, il ne savait pas comment ça allait se passer. Est-ce que l'on peut dire que Kabila voulait doubler les Rwandais alors qu'il n'avait pas tout le pouvoir? Est-ce qu'il n'avait pas le contrôle de toute la situation? C'était toute la stratégie. Kabila, lorsqu'il gagne les premières guerres à Uvira, à Fizi-Uvira, pratiquement à Goma, dans l'AFDEL, il y avait je crois, 2 Tutsis qui étaient en ville, c'était Bougera et Massa Sonindaga. Et il y avait 2 autres Bantous congolais, Kabila et général Kisasu Ngandi. Alors Kisasu, son point de vue, c'était qu'ils nous ont déjà aidés, nous avons pris une partie, nous devons continuer le reste de la lutte entre nous Congolais. Et il y a eu un problème entre eux, et ils ont zigouillé Kisasu Ngandi, ils l'ont tué, et Kabila était conscient de ça. Et à partir de ce moment-là, Kabila a fait le naïf, il laisse faire, mais il savait qu'il allait se retourner tôt ou tard, ce qu'il a fait à Lubumbashi. Dès que Kinshasa est tombé, il s'est autoproclamé président parce qu'il savait que s'il hésitait, c'était un autre Tutsi qui devait être président. Alors, mais est-ce que Kabila voyait au-delà de ses appétits au pouvoir? Est-ce qu'il voyait au-delà de sa longueur de nationalisme? Est-ce qu'il voyait les dangers tout autour de la question, de son engagement? Est-ce qu'il pouvait imaginer tout ça? Tout le contour qu'il y avait, sa mort, son assassinat, est-ce qu'il pouvait entrevoir ça d'une manière ou d'une autre? Non, non, il le savait. Il le savait et au début, d'abord, vous savez, quand Kabila entre, il était noyauté. Tout son entourage, on lui a imposé un secrétaire particulier, notamment Nyarugabo, toute l'armée était gérée par... Nyarugabo, Moïse. Il était directeur de cabinet de Kabila. Le tout premier, son premier secrétaire particulier, pratiquement. Et donc, tout ce qui s'est passé autour, c'était contrôlé et il était conscient. L'exemple, c'est que quand Tshisekedi va visiter Kabila, Kabila s'installe, Tshisekedi veut aller le visiter, on empêche à Tshisekedi de voir Kabila. Tshisekedi furieux rentre, il va devant la presse pour dire « Je suis venu voir mon frère et de visage que je ne connais même pas m'empêche de voir mon frère ». Effectivement, il y avait une volonté de ne pas voir Kabila et Tshisekedi s'associer parce qu'on ne sait pas ce que ça allait donner. Et ils ont, dans la loi fondamentale qui faisait office de constitution, ils ont exprès annulé le poste de Premier ministre qui de droit revenait à Tshisekedi. Ouais, donc tout ça, c'est ce qui fait que Tshisekedi va l'interpeller pour dire, mais à ces gens-là, vous devez combien? Dites-nous combien d'argent vous leur devez, comme ça on paie pour qu'ils vous laissent libres. Alors, donc, au départ, au départ, Étienne Tshisekedi et Kabila ne sont pas ennemis. Non, pas du tout. Ils s'entendent un peu. Pas du tout, ils s'entendent. Ils s'entendent, il n'y avait aucun problème. Tshisekedi savait que, et l'opinion savait que si Kabila arrive à Kinshasa, il allait composer avec Tshisekedi parce que Tshisekedi a été empêché d'exercer comme Premier ministre. D'accord. Mais les gens étaient surpris et ça, Tshisekedi a dit que c'était des visages que je ne connaissais pas qui m'ont empêché de travailler avec. Mais les retournements de la situation, c'est quand exactement? À partir de quel moment Étienne Tshisekedi est un homme à abattre, il faut le reléguer? À partir de quel moment les relations se compliquent? Oui, mais à partir de ce moment-là dont je parle, il commence à parler.
Il commence à appeler à l'ordre constitutionnel, il commence à appeler à la liberté des partis politiques, parce que les partis politiques ont été quasiment supprimés ou même annulés, en tout cas suspendus. Oui. Voilà, donc à ce moment-là, les partis politiques ont commencé à crier, et les leaders, c'était Tshisekedi. Et il fallait commencer par là, il fallait le faire taire et pour qu'il continue. Donc, Kabila était tiraillé entre la tendance de pouvoir composer avec, comme ils appellent, ses frères congolais et la pression de l'alliance avec le Rwandais. Alors, comment ça se passe à l'est de la République en ce moment-là? Je parle de l'Ituri, je parle de Kivu, je parle de Minembwe, bref, Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri. Comment ces entités sont gérées? Dans quel état sont-ils? Sont-elles les entités? Non. Est-il que les choses sont allées quand même très vite? De 97, où il prend le pouvoir, à 98, ça n'en fait qu'une année, hein, sinon quelques mois. Donc, les alliés avaient encore le contrôle de ces territoires. Ils avaient encore le contrôle de ces territoires et ça allait très vite. Et quand Kabila ne s'est plus entendu avec ses alliés, les Rwandais, notamment James Kabarebe, quand on l'a démis, le RCD, donc ceux qui ont composé le RCD se répliquent très vite et commencent à s'organiser. Alors Kabila, à ce moment-là, en tant qu'ancien rebelle, il préfère composer avec les Maï Maï. Donc, quelque part, il faut dire aussi que Kabila, par stratégie, peut-être par mauvaise stratégie, a contribué à la formation de groupes armés dans l'Est. Exactement. N'étant pas en mesure de faire face à la rébellion qui était appuyée par le Rwandais, il a préféré composer avec les Maï Maï, qu'il a armés. Qui était un groupe d'autodéfense. D'autodéfense, oui. Voilà, qui était conscientisé. Déjà, tous les discours nationalistes de Hérodia, tout ça, et donc il a fait armer les Maï Maï pour qu'ils se prennent en charge. Quand il disait « vous devez vous prendre en charge », c'était le maître mot. Et ce n'était pas qu'un discours. En tout cas, dans l'Est, beaucoup de groupes armés, au départ, ont composé avec Kabila pour lutter contre l'envahisseur. Mais ça ne va pas marcher, ça va rapidement se retourner. On parle du MLC, on parle de RCD, on parle de je veux dire, une sorte de prolifération de l'AFDEL qui va se dédoubler en plusieurs autres groupes. À partir de quel moment on perd le contrôle de toute cette partie-là? Non, mais il y a eu deux courants, comme vous dites. Il y a d'abord le RCD qui progresse parce que, d'abord, le RCD, quand il commence cette deuxième guerre qu'ils appellent la guerre de la correction, le discours qu'ils vendent, c'est que nous connaissons très bien l'armée de Kabila, il n'a pas d'armée, il n'est pas organisé. D'où l'idée de la tentative de la descente sur Kitona pour faire une guerre éclair en moins d'une semaine. Ça ne marche pas. Et il replie sur Goma. Pendant ce temps, les Mobutistes s'organisent. Bemba, c'est le courant Mobutiste. Les Mobutistes qui ont tout perdu, on leur a arraché leur maison. Une bonne partie des phases. Voilà, et ils se disent, mais comment on peut vivre comme ça dans ces pays? Il faut qu'on s'organise. Et ils s'organisent autour de Bemba. Alors, mais il y a une autre version. On dit que le MLC était un bras du RCD. Le MLC, c'était plutôt les mécontents du RCD. C'était les mécontants, les non-servis de l'aile du Rwanda. Ils vont aller se réfugier au Burundi. Vrai? Non, c'est faux. Ça, c'est totalement faux. Est-il que, historiquement, il y a eu un mouvement qu'on a appelé le RCD, qui a été lancé par les Baramoto, les Nzimbi, dont les anciens collaborateurs de Mobutu. Ça n'a rien à voir avec le RCD Goma. À l'époque déjà. Avant le RCD Goma, il y a eu RCD, la même définition, Rassemblement contre la démocratie, qui était l'initiative des Baramoto, des Nzimbi et des généraux de Mobutu. Mais ça n'a pas fait long feu. Voyez-vous? Alors, le RCD progresse normalement, mais Bemba, ça n'a rien à voir avec le Rwanda. Bemba a eu comme base arrière l'Ouganda. Okay. Parce que quand on suit certains Kadogo, ils disent par contre, mais non, Bemba était non servi au Rwanda, on ne l'a pas servi, et qu'il alors il était fâché, il est allé voir Museveni. C'est faux. Bemba n'a jamais composé avec le Rwanda. Bemba a composé avec l'Ouganda, qui était proche de certains généraux de Mobutu. Voilà, ça n'a rien à voir avec le Rwanda. D'autant plus qu'ils savaient que leur défaite, c'était le Rwanda, ne pouvait pas le faire. Et donc, c'est vrai que Bemba arrive à Kisangani, la ville qui était occupée par le RCD. Mais bon, il est toléré comme tout Congolais, il arrive, mais il travaille en coulisses. Il recrute en coulisses une centaine d'hommes.
Et comme la ville était occupée par le RCD, ils ne pouvaient pas évoluer là-bas, ils sont sortis de la ville et ils ont commencé à s'organiser chemin faisant jusqu'à vers Boucha et consorts. Très bien. Mais alors, Joseph Kabila arrive au pouvoir. Est-ce que la mort de Laurent Désiré Kabila va amplifier les problèmes, là, va attiser même le feu, si vous voulez, ou la mort de Kabila va finalement être une sorte de prise de conscience du pouvoir en place ou une recrudescence de la sécurité à l'est de la République? Quel est le rôle de la mort de Kabila dans cet épisode? Non, mais ça, je crois que peut-être que Gali était dans le secret de ce processus, mais en tout cas, par exemple, du côté du MLC, c'était une surprise. Ils ne s'attendaient pas à ça. Même si Kabila lui-même, à partir de Kinshasa, était conscient qu'il allait mourir. Vous vous rappelez, il y a notre confrère, comment il s'appelle, le vieux, j'ai oublié son nom, le vieux qui a écrit, dans son nom va venir, qui a écrit sur la mort de Kabila un mois avant que Kabila ne meure. Et on va l'arrêter, on va l'amener, l'ANER et tout ça. Et il a, le vieux Diane. Diana, oui. Diane a écrit sur la mort de Kabila un mois avant que Kabila ne soit assassiné. Et donc, c'était un secret de politique. Et quand on amène Diane à Manu Militari devant Musée lui dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous écrivez, il s'explique. En tant que journaliste, il dit non, en tout cas, selon mes sources, votre vie est en danger. Et Musée va lui dire, vous avez raison. Vous avez raison, c'est que vous avez écrit, vous avez raison, et je suis vraiment en très mauvaise position, et on veut ma tête. Et on a laissé Diana repartir. Parce qu'à l'époque, écrit qu'on a assassiné le président, c'était un crime de lèse-majesté, c'était grave. Et donc, du côté du RCD, ils étaient conscients que vous allez mourir. Même moi, j'ai appris que la vie de Mouzé était en danger par le circuit des Nations Unies. Ce sont les officiers de la MONUSCO à l'époque qui m'ont dit, avant qu'il ne meure, que Kabila est en danger. Alors, mais est-ce que ça change quelque chose dans la... Ça change, parce qu'à ce moment-là, celui qui vient au pouvoir, c'est un ancien Kadogo. C'est quelqu'un qui a été soldat dans l'APR, Joseph Kabila, était soldat de l'APR. L'APR, c'est... L'armée patriotique rwandaise. Oui, d'accord. Ouais. Donc, c'est un soldat coaché par James Kabarebe qui arrive au pouvoir. Et donc, c'est négociable. Ça devient négociable, voyez-vous. Donc, ce n'est plus l'intransigeant Laurent Désiré Kabila qui ne veut rien savoir, mais c'est lui-là avec qui on peut discuter, on peut parler. Et c'est à ce moment-là que la communauté internationale aussi, ayant compris cela, va accélérer le processus de l'accord de Lusaka, qui pataugeait du temps de Laurent Désiré Kabila. Et vous voyez que à partir de ce moment-là, de 2001 de 2001 à 2002. Janvier 2001, voilà, en tout cas. Voilà, c'est un processus qui va aller jusqu'en 2002, pratiquement avec Sun City. Donc, ça change parce que à ce moment-là, même si le RCD progresse, mais le plan diplomatique va s'accélérer pour qu'on puisse mettre fin à la guerre. Voilà. Donc, mais par rapport à la sécurité dans l'Est, les Maï continuent à s'organiser. En ce moment-là, est-ce que vous avez une idée de combien de groupes armés on avait déjà? Quand Kabila part, quand Kabila meurt, on a combien de groupes armés? Bon, on en avait beaucoup, mais pas autant qu'aujourd'hui. Pas autant qu'aujourd'hui. Est-ce que aujourd'hui, on n'en compte pas. Mais ce qui est bon, s'il faut dire aujourd'hui, c'est que la MONUSCO a toute la cartographie des groupes armés depuis le début de cette année. Pour contempler le nombre de morts ou pour agir efficacement? Ce que je dis là, c'est important parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, la MONUSCO sait quel groupe armé est basé où. Ils sont combien et ils ont quel type d'armes. Et ça, c'est très important. Mais on ne nous dit jamais ça. Ça, c'est très important. Et c'est là où le gouvernement doit mettre la MONUSCO devant ses responsabilités. Hier, la MONUSCO disait, cette armée-là, ils ont fait des rapports sur certains de nos généraux qui sont soupçonnés de vendre des armes, qui font des affaires. Impliqués dans la rébellion. Et que nous, on ne pouvait pas composer, que ce soit la MONUSCO, que ce soit les États-Unis ou d'autres armées de grande puissance. Ils disaient, on ne peut pas accompagner votre armée parce que vos officiers eux-mêmes sont complices de ce qui se passe dans l'Est. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut que le gouvernement congolais puisse mettre la MONUSCO devant ses responsabilités pour dire, vous avez tous les moyens pour nous aider et aider-nous. Sinon,
vous ne voulez pas nous aider et il faut tirer les conséquences. Alors, parlons directement de ce qui va se passer. La gestion, comment Kabila a géré cette histoire, cette situation de l'Est? Comment il a géré pendant 18 ans, selon vous? Vous parlez de Kabila fils. Joseph Kabila. Moi, je crois que Kabila n'avait aucun intérêt pour que la guerre s'arrête. Donc, cette guerre-là faisait partie d'un système qui devait perdurer. Cette guerre-là, sa genèse, c'est l'AFDEL. Et donc, comme je disais, lorsque Joseph Kabila vient au pouvoir, pour Kigali, pour le RCD d'une manière générale, c'est un allié potentiel. Et donc, ce que je dis n'engage que moi. J'ai eu l'impression que Kabila n'avait jamais eu la volonté de mettre fin à cette guerre. Les mises en place, comme je disais tout à l'heure, les rapports de la MONUSCO qui établissent que tel général, telle personnalité est impliquée soit dans la vente d'armes, soit dans le trafic, avec, dans la région, tout ça, qui est devenu affairiste, rien n'a été fait. Ce sont les mêmes qui étaient indexés, qui avaient de lourdes responsabilités pour déterminer le sort de la guerre. Donc il n'y avait aucune volonté pour que la guerre s'arrête parce que cette guerre-là, c'était des affaires. On a vu quand même plusieurs niveaux. On a vu des offensives, plan Sokola 1, Sokola 2. On a vu Mamadou Ndala, on a vu Mbunza Mabé, on a vu toutes ces choses. Mais non, mais est-ce que vous vous rappelez, quand Mouzé meurt, Joseph Kabila était où? Il était à Lubumbashi. Mais pourquoi? Parce qu'il était relégué là-bas. Mais pourquoi? Parce que Mouzé lui reprochait de ne pas être efficace, sinon d'être un complice. C'est ce qu'on lui a reproché à l'époque, avant que Mouzé ne meure. Il était banni. N'est-ce pas? Oui. Joseph Kabila était banni. Pourquoi? Pour des raisons de guerre. Parce qu'on lui a reproché de ne pas assumer ses responsabilités en tant que chef d'état-major général de l'armée terrestre. C'est ça. Et donc, il y avait des soupçons déjà avant que Mouzé ne meure. De deux, ceux que vous citez là, ce ne sont pas des soldats issus de l'armée de Kabila, de l'AFDEL. Oui, la plupart d'entre eux, MLC, Baouma, qui ça? Ndala, c'était du MLC. Du MLC. Et même Baouma, Baouma est parti de ex-phase au MLC. Oui. Et donc, ce sont à chaque fois qu'on place ces militaires-là, et c'est pourquoi il faut féliciter le président de la République. Cette fois, les militaires qu'on a placés aujourd'hui, militaires et policiers, ont le même parcours et le même profil que ceux qui nous ont donné des victoires hier. Alors, mais quelque chose vous dites dans la tribune qui est très intéressant, je crois qu'on va revenir sur ça. Vous parlez de la stratégie. Vous dites, parce que je voulais qu'on parte vers là, j'étais en train de poser la question de savoir comment Kabila gérait la situation. Vous dites qu'il n'avait pas d'intérêt dans sa méthodologie, dans sa stratégie. Mais dans votre tribune, vous évoquez la stratégie des non-originaires. En quoi est-ce que, et vous dites même une question, dans une analyse que vous faites, vous dites, à l'époque, à chaque fois qu'on plaçait des non-originaires, il y avait une certaine lueur d'espoir. Mais à chaque fois qu'on replaçait les originaires, on était dans la recrudescence. Est-ce que vous pouvez le dire beaucoup plus clairement, le fond de votre pensée de non-originaires? Non, mais c'est évident. Oui. Je parle d'abord des originaires qui ont des conflits d'intérêts. Oui. Lorsque vous placez des généraux qui sont Tutsis ou bien qui sont des tribus, d'une part, des Tutsis, des Banyamulenge, qui pensent qu'ils sont d'abord au Congo pour défendre les intérêts des Banyamulenge, qu'ils soient général, c'est d'abord les Banyamulenge. Mais d'autre part, ceux d'autres tribus de Kivu, qui voient au Banyamulenge des envahisseurs, oui. et aussi se comportent autant. En autodéfense directement, il y a crise de légitimité, même s'il est de de l'armée nationale, oui. mais derrière la tête, d'abord, c'est protéger ma communauté. Oui. Ça, de deux, c'est des affairistes. C'est des affairistes, c'est les coltons, c'est le bois, c'est le pétrole, c'est les armes, c'est tout ce qui est en train de circuler dans la province. Et donc, les gens sont restés pendant 18 ans à faire les affaires, sinon à protéger leur communauté, et ça n'a pas donné de résultats. Par contre, le profil de ceux qu'on a placés aujourd'hui, qui ne sont pas, tous, ils ne sont pas originaires du Grand Kivu, donc ils n'ont pas de communauté particulière à protéger, et tous sont des Congolais, qu'ils soient Tutsis, qu'ils soient Mouchi ou autre chose, c'est des Congolais qui doivent protéger. De deux, il y a une philosophie qui remonte depuis les phases. Même nous, les civils, depuis toujours, on sait qu'un militaire ou un officier qui a trahi, il n'a pas d'autre sort que d'être fusillé. Ça, ils le savent. Ils ont été formés comme ça dans des grandes écoles militaires et même dans l'époque de phase, c'est ça la sanction. Quand tu as trahi, quand tu as vendu des armes, quand tu as composé avec l'ennemi, on t'arrête, on te tue. Sous le drapeau, il n'y a pas. Et ils le savent.
Donc, je ne pense pas qu'ils puissent prendre le risque de se comporter comme leurs amis qui se sont comportés en affairistes. Donc, je ne pense pas qu'ils le fassent. Alors, je rappelle cette, je ne parle pas de stratégie, cette politique des non-originaires. Pourquoi j'ai écrit Tshisekedi serait-il dans la trace de Mobutu? Parce qu'à l'époque, Mobutu l'a appliqué premièrement au niveau de l'administration. Et ça va porter de fruits, moins de cas d'insécurité, moins de cas de combis des ça provinces. porte de fruits parce que partout ailleurs, d'une manière générale, les gouverneurs de province n'étaient pas originaires de leur province. Même le commandant des villes. Moi, mon père était commandant des villes de Goma. Ça commence sans les gouverneurs et les grands gouverneurs étaient connus. Nous, quand on a grandi, des grands gouverneurs, et c'était pratiquement les mêmes, à l'Équateur, c'était Mukamba, et il n'y en aura pas deux comme Mukamba jusqu'à aujourd'hui. Mukamba Kadiata Nzemba, c'est le plus grand gouverneur que l'Équateur n'a jamais connu. Il n'y aura pas un plus grand gouverneur dans le Kivu que Kondovila Kikanda, Kaveka. Il n'y en aura peut-être pas dans le Bas-Congo Kenzouzi, qui est Moluba. Donc, il y avait le gouverneur Koyagalo à Lumbashi. Donc, il y avait des gouverneurs comme ça, qui partaient dans d'autres contrées, mais qui étaient dans l'esprit nationaliste. Et ça aussi, si on dit de Mobutu qu'il a pacifié le pays, ça a beaucoup contribué. Deux, qu'il a assuré l'unité nationale, c'était ça. L'accord de même, c'était ça. L'unité nationale, c'était ça, parce que les gens d'autres provinces allaient gérer dans d'autres provinces, et heureusement, à son temps-là, ils étaient acceptés. Et ils travaillaient et on avait des résultats. La preuve, c'est que Kondovila Kikanda a été élu député à la première législature à Goma. Alors qu'il n'était pas de là. Alors qu'il n'était pas de là. Et je crois qu'à l'époque, je fais des reproches au vieux Koyagal, au père à son âme, que pourquoi vous avez hésité de vous présenter comme député parce qu'il venait d'échouer à l'Équateur, comme sénateur, il avait échoué. Il dit, mais pourquoi vous n'êtes pas allé à Lumbashi? Alors, mais avec lui, le vieux, il s'est passé quelque chose de surprenant parce que l'histoire a rappelé Koyagalo arrive à l'Équateur, il a des communs que le nom. On ne connaît pas son histoire. Non, alors que là où il a fait des exploits, alors parce que quand il vient à l'Équateur, il dit aux gens, j'ai construit les Katanga, mais les gens ne se retrouvent pas. Exactement. Il me raconte une anecdote, pour une parenthèse. Quand Koyagalo m'a raconté cette anecdote de lui-même, il dit, il est chez lui, quand l'AFDEL entre, c'est la chasse aux Mobutistes, et les gens du quartier vont les vendre. On dit, il y a un Mobutiste ici, d'ailleurs, il est le frère de Mobutu et tout. Et il dit, il était chez lui en Kilote, et les Kadogo entrent. Ils entrent, ils bousculent la porte, ils les brutalisent et tout ça. Et il leur parle en Swahili. Alors le vrai. Un Swahili raffiné. Il est dit en Swahili, Banaboni, moi je ne connais pas les Swahili. Alors, tu vois, à l'époque, les Swahili, c'était les passeports. Alors, ils hésitent. Mais vous, c'est qui? Il leur raconte l'histoire. Il leur raconte l'histoire de Lumbashi et tout ça. Et le commandant donne l'ordre, non, il ne faut pas le toucher. Donc, ça s'est passé comme ça dans ces pays. Et donc, aujourd'hui, si le président de la République fait confiance aux non-originaires, d'abord, je crois que ça devait atténuer la guerre entre Bayamulenge et les autres communautés là-bas, parce que ceux qui viennent, ils sont ni Bayamulenge, ni Kivusiens d'autre part. Et je crois que d'autre part, c'est des militaires aguerris qui ont fait la guerre. Il faut le rappeler ici, hein, beaucoup parmi eux ont fait la guerre et ont eu des exploits. Je crois que c'est peut-être ça aussi qui a motivé le commandant suprême pour leur faire confiance. Alors aujourd'hui, l'état de siège a été décrété. Mais il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'intérieur. Vous, en tant que spécialiste de la communication, pouvez-vous nous dire, est-ce qu'il y a eu comment on doit communiquer suffisamment sur la question de l'état des sièges? Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a un front qui a été ouvert à l'étranger. Les ONG internationales, les médias étrangers parlent beaucoup plus de la crédibilité de cela et présentent les généraux nommés là-bas comme des litigieux, des gens qui ont des problèmes avec les populations locales. Ils seraient des rebelles, ils auraient des antécédents, ils seraient nommés, ils seraient cités dans les rapports. Et toutes ces choses jettent de l'anathème à ce projet de l'état de siège. Ce n'est qu'évident. Premièrement, je dis que le président Tshisekedi a pris peut-être la mesure la plus courageuse de son mandat. Et je dis dans la tribune que tout son avenir politique se joue sur cette affaire d'état de siège. C'est vrai que Tshisekedi a un bilan politique. J'ai déboulonné la Kabylie, j'ai pris le contrôle de la Cour constitutionnelle, j'ai pris le contrôle de l'Assemblée nationale, de l'armée, le contrôle du Sénat, je suis de prendre le contrôle de l'armée, de la sécurité. Mais tout ça, c'est politique. Je sais aussi que Tshisekedi
ce n'est pas un souhait de malheur. Je suis conscient que Sama Lukonde n'aura peut-être pas un bilan sur le plan social comme le peuple le demande. Mais s'il a des résultats sur le plan sécuritaire, d'abord, si Tshisekedi arrive à gagner cette guerre, à pacifier l'Est, il devient héros. Mais et puis après, Il devient héros national. pour ajouter un truc, il y a un monsieur du Kivu qui a fait une vidéo en disant en 3 langues, il dit si Félix Tshisekedi arrive à réussir cette histoire de guerre à l'Est de la République, on ne parlera plus des élections, nous allons attendre les élections en 2028 parce qu'on n'en parlera plus. C'est une manière de le dire. Ouais. C'est une manière de dire. Vous savez, toutes les revendications qu'il y a eu, des élèves qui font les sit-ins à Beni, les gens qui marchent, la lucha, tout ça, le fait que Kabila, Tshisekedi lui-même, j'ai dit que ça c'était des émotions des civils. Quand Tshisekedi dit, d'abord dans la campagne, il dit que si je suis élu, je viendrai m'installer ici. Ou bien s'il faut mourir pour le... Je suis prêt à mourir, pour J'ai dit ça, c'est des émotions, les discours émotionnels d'un civil. Et donc, ni la mort de Tshisekedi, même si Tshisekedi mourait, son avion est tombé à Okassai, il venait de l'Est. S'il était dans l'avion, ça ne ramènerait pas pour autant la paix à l'Est. Pas du tout. Si il va s'installer à Beni, dans les conditions où on était, ça n'allait pas ramener la paix non plus à l'Est. L'état-major, même si on déplaçait l'état-major, encore que ce n'est pas faisable. Hein? Donc c'est un discours de campagne qu'il avait tenu. Ce n'est pas possible de déplacer l'état-major à Goma, il faut qu'on se le dise. Oui, pourquoi Non, quels sont les problèmes? Techniquement, ce n'est pas possible. L'état-major, c'est beaucoup de paramètres, ça ne viendra pas. Et même si on le faisait, ce n'est pas ça qui va ramener la paix dans l'Est. Ce qui peut ramener la paix dans l'Est, et je crois qu'il a écouté de bons conseils, c'est la décision qu'il a prise. L'état des sièges. L'état des sièges. Et les ONG internationales nous parlent des droits de l'homme. Oui. Est-ce que ces gens-là de Béni ont encore de droits? Est-ce qu'ils ont encore des gens qu'on égorge, des gens qu'on tue à tout moment? Est-ce qu'ils ont encore de droits? Et est-ce qu'il faut empêcher l'état des sièges? Alors, quelle est la solution qu'ils proposent? C'est vrai, ils ne proposent pas de solution, mais ils disent par exemple que la sécurité des gens serait en danger. Est-ce qu'ils ont pour la sécurité dans ces régions? Ils disent que l'armée va arrêter les gens pour rien. On parle de quelle sécurité? Oui. Ils parlent des libertés fondamentales qui seraient détruites. Ça fait 20 ans, ça fait 25 ans pratiquement, 26 ans aujourd'hui. Que les gens meurent. Que les gens meurent, que les gens ne sont pas dans la sécurité. Vous ne voulez pas de sécurité aujourd'hui? Toutes les recettes ont démontré leurs limites. Essayons celle-là. Mais à part cela, vous proposez quoi d'autre? Ça, c'est un. Ce n'est que normal que ces ONG internationales qui vivent de financement des firmes internationales qui sont dans ces régions et qui achètent des minéraux, qui sont basés à Kigali, qui achètent des minéraux, ce n'est que normal qu'ils tiennent ce genre de discours parce qu'ils pensent que ça doit continuer comme ça. Ils se sont enrichis, sont fait des millions et des milliards depuis 25 ans. Depuis un quart de siècle, pourquoi ça devrait changer? Voilà la motivation. C'est mieux que ça. Il n'y a pas d'autre motivation. Mais les médias étrangers, maintenant, qui portent l'opinion internationale, entrent en danse. Christian, il n'y a que les Congolais qui pensent que ces médias internationaux sont indépendants. Il n'y a aucun média, je le dis en tant que spécialiste des médias, il n'y a aucun média indépendant, point. Ça n'existe pas. Tout média roule pour quelque opinion que ce soit pour des raisons financières, soit pour des raisons idéologiques. Chaque média a quelqu'un ou une philosophie derrière. Et tous ces médias, on le sait. Même ailleurs, quand il y a guerre de Golfe ou en Afghanistan, on sait comment ces grands médias se comportent. Alors, si un professeur qui enseigne à l'IFASIC me dit aujourd'hui qu'aucun média n'est indépendant, moi ça me réconforte. Et en même temps, je voudrais que vous puissiez aller plus loin que ça. Comment vous pouvez nous expliquer des médias qui nous disent qu'ils sont neutres, qui n'ont pas de points, ils sont là pour l'information, c'est de la vérité qu'ils font, ils ont l'information à temps réel. Est-ce qu'ils roulent pour quelque chose? Eh bien, je voudrais qu'on me donne un exemple. Quand les histoires sont dites sur RFI, les Congolais se disent, mais RFI, mais c'est la France, c'est les intérêts français, et rien d'autre. Et même des grandes puissances financières ont la même mise sur ce genre de médias. Pourquoi le RFI n'attaque pas le président Sassou? Pourquoi la RFI n'a pas remis en doute les élections au Congo-Brazzaville? C'est évident. Mais pourquoi? Pourquoi chez nous, ils ont un regard très important? Parce qu'en Brazzaville, il y a Total. Parce qu'on doit accompagner. Vous voyez tout ce qui se passe
au Tchad. Par exemple, au Tchad, Voilà. ils ont Qu'est-ce qui se passe au cautionné Tchad? littéralement cette Ils sont en train d'accompagner ces jeunes hommes Oui. pour établir une monarchie au Oui, Tchad. oui. Comme ils l'ont fait au Togo, comme ils l'ont fait En Guinée, au Gabon. en Guinée équatoriale Voilà, ils aussi vont le avec... faire, le faire à Guinée côté, oui. ils vont peut-être le faire à Brazzaville, Oui. ainsi de suite. Mm. Donc, arrêtons ça. Donc tous les TV5, discours, France 24, tout le reste. c'est des médias qui sont derrière une philosophie, qui sont derrière une politique, qui sont financés et ils voulaient que ça se pérennise. Mais est-ce Les qu'ils- naïfs, c'est nous. Mais est-ce qu'ils mentent, professeur? Est-ce qu'ils mentent quand ils disent que la liberté des gens seront menacées? Est-ce qu'ils mentent quand ils disent que certains de vos généraux sont cités dans les rapports d'Anting? Par rapport à la liberté, Oui. est-ce qu'il y a un choix entre la liberté et la vie? Ben, le choix est clair, c'est la vie. Et alors? Mais ces gens qui meurent tous les jours, depuis 20 ans, il n'y a pas de solution. On veut essayer une recette. Je veux. Mais quand le coronavirus est venu, nous sommes rentrés à la maison. Qu'est-ce que quelqu'un parlait de liberté? Mais chez eux en France, ils ne parlent pas de liberté, ils sont confinés là-bas. Pourquoi hein. ils ne sortent pas de coronavirus? Est-ce qu'il y a des communes mesures entre la vie et la liberté? Il n'y a pas de choix. Ces généraux-là, d'abord, les généraux, parlons du général Oui, Ndima. je voudrais qu'on en parle. Mais, et puis, il lui colle un nom qu'on ne lui a jamais attribué. Et effacer les tableaux, ce n'est pas Ndima. C'est faux. Effacer les tableaux, pour ceux qui ont suivi cette guerre dans l'Ituri, on sait à qui est attribué ce nom d'effacer les tableaux. Ce n'est pas Ndima. Ndima, au contraire, Ndima a pacifié l'Ituri. Pas avec les armes, mais avec des barzas communautaires. À l'époque, Ndima, il y avait conflit entre Emma et Lendu. Ndima a fait venir les Emma, a fait venir les Lendu, les leaders de chaque communauté. Ils ont palabré pendant des jours et des jours. Et on s'est lavé, on a fumé le calumet des paix, ils se sont lavé les mains, ils se sont réconciliés. Ça, c'est Ndima. Ça, c'est la vérité historique. Mais pourquoi ils mentent alors? Ils mentent justement pour décourager les Congolais. Pour qu'il n'y ait pas l'hypothèse que cette guerre prenne fin. Parce qu'aujourd'hui déjà, l'effet seulement de citer ces deux duos-là. Oui. Vous savez qu'il y a même des gens qui commencent à déposer les armes d'eux-mêmes. Parce que c'est quoi? C'était un réseau qui impliquait et les commandants locaux, et les dirigeants à Kinshasa, et même les politiques. Vous pensez que les discours que Mbosso tient, quand il dit à ses collègues, sortez des groupes armés, Oui. vous croyez que c'est léger? Mbosso sait de quoi il parle. Il voulait peut-être pas aller plus loin. Et personne ne l'a attaqué. Hein. Ils ont raconté des choses et puis après, eux-mêmes se sont Personne ne calmés. veut parler parce que sinon Oui. il peut aller plus loin. Et donc, il y a des gens qui savent que maintenant le circuit est cassé. Le circuit est cassé. Et c'est que je conseille 2-3 choses à ces commandants. Il faut changer toute la chaîne de commandement. Depuis le gouverneur de province, qui est le commandant local, Oui. Jusqu'au chef de rue. jusqu'au chef de section. Oui. Parce qu'ils sont administratifs et militaires en même temps. On change le commandant de brigade, les commandants de compagnie, les chefs de peloton, les chefs de section. Tout le monde, on change. Et ça va casser beaucoup de choses. Ça va casser beaucoup de choses. De deux. Et puisque les médias internationaux ont commencé la campagne, il faut une campagne médiatique. Alors, avant de parler de la campagne médiatique, parlons d'abord des ONG. Parce que les médias étrangers se reposent sur les ONG, qui font des rapports, des arrestations arbitraires, de la recrudescence de la sécurité, le renforcement de l'armée, les violations des libertés. Et ce sont les ONG comme Human Rights Watch et tout le reste qui en parlent suffisamment sur la question. Mais Human Rights Watch, c'est connu. C'est connu. C'est connu, mais ce sont les oiseaux de même plumage. Mais on n'a pas encore... ces gouverneurs ne sont même pas encore... Ils n'ont pas encore pris les fonctions. Ce qui est bizarre. Vous parlez déjà d'arrestation arbitraire. Non, mais ça, c'est des intentions. Oui. Donc, ne soyez pas étonnés que demain, qu'on puisse commencer à compter le nombre de gens qui sont tués par l'armée congolaise, les gens qui sont arrêtés, les gens qui... Non. On a vu une vaste campagne en train de parler, présenter certains miliciens que l'armée a arrêtés comme des détraqués mentaux. Maintenant, ils disent que l'armée commence à arrêter les détraqués, voilà. C'est de fous. Alors, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Nous, on sait comment... Nous, peut-être, vous ne l'avez pas... Nous, on a vécu la campagne que RFI a menée contre Mobutu à l'époque, Oui. en soutenant Fidel. On a eu des reportages du genre, les rebelles de l'Afdel sont à 20 km de Kinshasa, à Bandal. Authentique, hein? Ils sont à Bandal, ils sont maintenant à Bandal, à 20 km de Kinshasa. Voyez-vous? Bandal à 20 km. Et c'était quoi? Donc, c'était une... L'AFDEL n'a presque jamais combattu. Pourquoi? Parce que les médias internationaux faisaient la campagne. Mais en ce moment-là, C'est eux qui combattent. mais fait aujourd'hui, Ils annonçaient
ils annonçaient la ville et les soldats Mobutu décrochaient et les rebelles venaient envahir la ville. Ah, donc c'est une campagne de démobilisation. Oui, oui, ça fonctionnait comme ça avec l'AFDEL. C'est RFI, BBC et tous ces médias qui ont combattu pour l'AFDEL. Alors pour la communication, Ça, c'est pas aujourd'hui. pour la communication, est-ce que vous pensez que nous communiquons assez? Non. Alors pourquoi nous ne communiquons pas assez? Bon, je ne dirais pas pourquoi, mais je recommande qu'on communique assez. À deux niveaux. D'abord, sur le plan local. Oui. La communication, il y a un grand problème de communication sur le plan local. Moi, j'ai été dans l'Est il y a quelques mois. L'impression que j'ai eue, comme je disais, j'ai été formé des militaires pour la communication. L'impression que j'ai eue, d'une part, c'est que les militaires eux-mêmes sont conscients qu'ils ne sont pas acceptés. Et j'ai des témoignages comme ça des officiers, des soldats et tout ça. Et moi, ça m'a fait peur. Et donc, si la communauté locale n'accepte pas une armée, cette armée ne gagnera jamais la guerre. Mais comment on va l'accepter lorsque les médias étrangers pullulent, lorsque les médias étrangers informent, c'est pourquoi il faut désinforment? dissocier. Je dis à deux niveaux. Au niveau local, c'est des Congolais. C'est leur armée. C'est leur police. Je crois qu'il y a un grand travail. Et j'ai aimé comment on a couplé cette direction avec l'armée et la police. Et la police. Parce que la police doit faire un travail de proximité. Parler avec la population. Utiliser les ONG comme la Loucha, je suis heureux que la Loucha ait compris que les ONG locales s'impliquent pour qu'on mette fin à cette guerre. Qu'on parle à cette population. Ailleurs, on a vu la population, quand l'AFDEL avançait, on a vu la population donner de l'eau aux militaires. Oui, bien Mais sûr. c'est parti où cette culture-là? On a vu la population donner, accompagner ses militaires. Oui. Donc il faut que cette population comprenne que c'est notre armée et nous avons besoin donc au niveau local, il faut des micro-programmes d'adhésion. Vraiment un programme de communication, de proximité, de village en village, et que notre armée se crédibilise, et que la population ne voit plus l'armée comme des étrangers. Et ça, c'est possible. C'est possible. Cette affaire, c'est quoi? C'est quelques intérêts. C'est des commerçants qui en profitent pour faire les affaires, pour vendre le pétrole, pour vendre pour faire voyager leurs marchandises et importer. Et c'est quelques commandants qui en profitent. Comme on a vu des généraux qui construisent des immeubles à Kinshasa, qui ont des bateaux, qui ont des compagnies, et ça ne dit rien à personne. Mais c'est eux. Mais le gros de la population meurt. Ils ne sont pas impliqués dans ça. Ils pleurent. C'est eux qui meurent. Ce n'est pas les commerçants qui meurent. Et ils sont protégés. Ce n'est pas les militaires qui meurent. Ils sont protégés. Les officiers, pas les officiers qui sont affairés. Ce n'est pas eux qui meurent. Donc, il faut parler avec cette population. Et si ce travail est fait, cette population... Vous savez, quand la population est avec vous, personne ne peut gagner. On a vu ça au Cuba, on a vu ça au Vietnam, on a vu ça au Japon. Et que cette population se mette dans la logique de dénonciation. À chaque fois qu'il y a quelque chose de louche, qu'on dénonce. L'embarras aujourd'hui, c'est que parfois, c'est les fils du village qui est allé faire ces affaires-là. Il faut qu'on l'arrête, les gens hésitent, les gens les gardent, tout ça. Mais je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. Alors ça, c'est le niveau local. Et le niveau... Au niveau national, je crois que le gouvernement doit entamer une grande campagne de sensibilisation et être alerte. J'ai vu, premièrement, les tweets de Sonia Relais, ça fait pratiquement une semaine. J'ai vu le communiqué de Human Rights Watch et jusque-là, j'attends la réaction du gouvernement qui ne vient pas. Et quand on laisse un vide comme ça, sur les réseaux sociaux, ces tweets commencent à circuler, continuent à circuler. Parce que on a l'impression que c'est ça la vérité. Dans la communication, vous dites vous avez un adage, vous dites si vous ne dites pas ce que vous faites, les gens diront ce que vous ne faites pas. Voilà, et ils diront des choses sur vous et les gens vont croire à ça. Malheureusement, je crois que le gouvernement doit communiquer, doit mobiliser les médias locaux. Le ministre de la Communication l'a dit dernièrement qu'il a appelé aux journalistes congolais à avoir le sens patriotique. C'est notre pays, ce n'est pas toujours une affaire d'argent, mais c'est notre pays. Je crois qu'il faut mettre tous les moyens humains, tous les médias que nous avons pour contrer cette campagne que les médias internationaux veulent commencer, les ONG internationales veulent commencer contre nous. Est-ce Patrick Mouyaya, qui est le ministre de l'information, le porte-parole du gouvernement, qui est, je ne sais pas si vous l'avez enseigné à l'IFASIC, mais je crois qu'il est passé par là, alors que vous enseignez à l'IFASIC. Est-ce que dans votre histoire, c'est la première fois qu'on ait un ancien étudiant de l'IFASIC devenir ministre de l'information? Est-ce que c'est déjà, on a des cas comme ça dans le passé? Non, on a eu Ngongo Luo, qui est un ancien de l'IFASIC. Je crois qu'on a
On en a eu 2 comme ça. Kinké Moulumba, c'est un professeur du FACIC. Mais il y a un autre dont j'ai oublié le nom, je crois. Ça doit être la 3e, la 4e fois qu'on est. La 4e fois. Mais est-ce que vous pensez que Patrick Mouyaya est à la hauteur de sa tâche? Est-ce qu'il communique assez? Les premières sorties qu'il a déjà eu à faire, sur le plan de la communication, comment vous les jugez-vous? Non, Patrick, c'est un bon étudiant, mais c'est aussi un très bon journaliste. Pour ne pas être, puisque vous en parlez, pour ne pas être indiscret, donc j'ai eu Patrick comme étudiant, mais je l'ai aussi comme collègue. Nous avons étudié ensemble au collège de hautes études de stratégie et de défense. Donc il a une épaisseur pour comprendre les choses militaires. Il a une épaisseur pour ça. C'est vrai qu'il est à ses débuts. D'abord, les premières sorties ont été très bonnes, avec innovation et tout. Mais maintenant, il faut... Et j'ai aimé qu'on dise que c'est un gouvernement de warriors. Je ne sais pas d'où ce mot est venu, mais ça tombait à pic. C'est contextuel en tout cas. Voilà, ça tombait avec à l'histoire de guerre. Voilà, donc peut-être qu'il ne savait pas qu'il commencerait par là, mais là, il doit se comporter en warrior. Nous sommes dans une guerre médiatique, une guerre militaire, mais son volet, c'est le volet médiatique. Et il doit porter, j'ai dit, il ne faut pas se gêner, tout n'est pas que négatif. Il doit porter les masques des Mende aujourd'hui. Aujourd'hui, Patrick doit porter les masques des Mende pour cette question-là de la guerre de l'Est. Est-ce qu'il doit répondre à tout moment aux médias étrangers comme Mende le faisait? Parce qu'aujourd'hui, le contexte il est compliqué. Il faut avoir la validation du Premier ministre, il faut avoir la validation du président, il faut avoir la validation peut-être de l'armée aussi quand il faut parler de ça. Il faut attendre le Conseil des ministres vendredi. Comment ça va se passer? Non, on doit pas, c'est pourquoi je dis que ça doit être un gouvernement de warrior au sens propre du terme. Je crois que le gouvernement doit apprendre à faire confiance à ses ministres. Le gouvernement Kabila a fait confiance à Mende. Moi, j'ai parlé avec certains ministres. Totalement. Ouais, j'ai parlé avec certains ministres du temps de Kabila qui m'ont dit « Ah, mais on s'est réunis quand? De quoi ils parlent? On ne s'est pas réunis. » Mais ça fonctionne, ça a fonctionné. Oui. Mais je crois que si Kabila a résisté plusieurs années aussi, surtout après 2015, c'est Mende. Mende a fait un travail énorme, mais terriblement. Beaucoup de choses, dans le mal, pour soutenir le mal. Mais aujourd'hui, faisons-le pour soutenir le bien. Et je crois que le gouvernement doit faire confiance à son ministre, doit lui donner un peu plus de marge de manœuvre. Si à chaque fois, le compte rendu du conseil doit passer par des censures à plusieurs niveaux, c'est compliqué. Ça ne va pas fonctionner. Comment utiliser la RTNC pour un véritable bras séculier de cette communication? Je crois que le ministre l'a dit. Le ministre est insatisfait de la façon dont la RTNC fonctionne aujourd'hui. La RTNC, ils sont trop pontatistes. Ils sont dans le reportage, ils sont dans le compte rendu institutionnel. Ils font le tour de tous les ministères pour faire plaisir à chaque ministre pour le coupage et tout ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, le pays a besoin de ces médias pour mobiliser l'opinion. On a vu dans le passé, du temps de Mouzé. Hein? L'effort de guerre et tout ça. Il faut qu'on revienne là. On a vu, patriotique. Je rêve de voir encore. Je dis, le président a écouté le vœu de Jean Goubal. Oui. Vous avez la vidéo de Jean Goubal qui a fait le tour des réseaux sociaux. Je crois quelque part, le président fait pratiquement ce que Jean Goubal a demandé. Et maintenant, il faut que les artistes, comme à l'époque, on a vu des artistes porter des tenues militaires, faire des chansons patriotiques. On en a besoin maintenant. En tout cas, cette histoire de l'état de siège, c'est l'occasion ou jamais. Ouais. Si on rate ça, si nous ratons de ramener la paix dans l'Est aujourd'hui, c'est parti peut-être pour 10 ans, peut-être pour plus que ça. Je ne sais pas si les Congolais comprennent. On n'a jamais été plus proche de la paix qu'aujourd'hui. Et on a sorti le meilleur d'entre nous. On a sorti les dernières cartes pour qu'on mette fin à cette guerre. Il faut que les Congolais capitalisent ça. Il faut que les Kinois nous arrêtions un peu à faire la fête. D'abord, il y a coronavirus, de continuer à boire. Que nous tournons un peu pour encourager nos amis de l'Est, pour leur faire prendre conscience qu'on doit ramener la paix dans cette province. Est-ce que vous pensez, comme certains, qu'il faut aller plus loin dans la campagne, par exemple, à la RTNC, diffuser les victoires des FARDC, chaque localité, l'amplifier, en parler suffisamment. Mais oui. Des pages spéciales que ça. Quand j'ai fait le film L'ombre des oubliés, c'était ça l'une des motivations. Je voulais rappeler dans ces pays où on croit que les Congolais sont faibles, notre armée n'a jamais gagné de guerre, pour dire que nos ancêtres ont gagné des guerres. Et il faut rappeler aussi, nous avons gagné des guerres. Mobutu a gagné des guerres. Même dernièrement, Bouza Mabé, Mamadou Ndala, ils ont gagné des guerres. Oui. Alors, il faut rappeler ça. Il faut que ça remonte le moral, non seulement aux militaires qui sont forts, mais même nous, la population. Quand nous, on se sera tourné contre la campagne médiatique internationale, ils vont se décourager.
On va leur dire non, nous on n'est pas dans ça, on veut ramener la guerre. Est-ce qu'il faut, on veut ramener la paix. Est-ce qu'il faut momentanément fermer les radios comme la RFI et les France 24? Non, non, pas jusque-là. Pas jusque-là, on n'a pas besoin. Mais il faut interpeller ceux qui, les sonneurs relais qui, parce que ça qui font démobilise. des tweets intentionnels. Effacer le tableau, c'est pas un dîme. C'est faux. Historiquement, c'est faux. C'est faux. Ils ont impliqué le général de l'Ituri dans les affaires du Kasaï, Kamona Sampou. On dit que c'était un ancêtre du MLC. Il serait impliqué dans les choses. Vous savez, prof, on ne comprend rien. C'est vrai que quand vous êtes loin de l'information, vous avez comme l'impression que c'est une mauvaise carte, c'est une mauvaise chose dans la population. C'est une erreur monumentale que Félix Tshisekedi vient de faire quand ils écoutent la RFI. Alors, comment contrecarrer cette histoire? Est-ce qu'il faut répondre par des actes? Est-ce qu'il faut répondre par une communication? Comment il faut faire pour balancer? Il faut répondre par une communication. On ne peut pas se taire parce qu'ils vont en rajouter jusqu'à ce que l'opinion bascule. On peut pas se taire parce qu'eux, ils n'ont fait que commencer et ils ont de gros moyens. Bien sûr. Ils ont de gros moyens. Il y a des firmes internationales qui m'ont donné les moyens, tout ça. Donc, il ne faut pas se taire. Il ne faut pas que le gouvernement se taise. Il ne faut pas que les médias congolais, les journalistes congolais se taisent. Il ne faut pas que le leader d'opinion congolais, il faut que le leader prenne parole pour expliquer, pour dire que c'est la diversion, c'est la distraction. Ce sont de vaillants combattants. Et j'ai aimé comment le gouvernement a réagi spontanément en permettant les deux équipes pour qu'il n'y ait pas de préjudice. Je crois qu'ils ont fait d'une pierre deux coups. Ils ont résolu les soupçons dans l'Ituri. Ce qu'on reproche à Luboya, c'est qu'il était le chargé des renseignements du RCD. Et donc. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est Luboya, c'est d'abord un espace. Oui. On insiste sur le RCD, on insiste sur le MSC. Mais avant qu'il ne soit du MSC, avant qu'il ne soit du RCD, ils sont ex-phase. Et je pourrais vous dire, de vous à moi, Christian, que je crois que au-delà de tout, c'est l'occasion qui a été donnée aux ex-phase de prendre leur revanche et de valoriser leur image. Exactement. Et je crois qu'ils sont vraiment ça. Mais professeur, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quand même un Guy sur roche? Quand j'entends parler, par exemple, de rebelles, je me dis, mais si on doit partir de cette situation, mais tout le monde est rebelle finalement. Parce que l'AFDEL a commencé par ça, a fait la rébellion. Alors comment vous allez attaquer le MLC, vous attaquez le RCD, et du coup vous dédonnez les gens de l'AFDEL? Moi je ne comprends pas la logique. Il n'y a que les Tshisekedi qui ne sont pas rebelles. Je ne comprends pas la logique. Il n'y a que le Tshisekedi. Il y a quelqu'un Tshisekedi qui a refusé de prendre les armes. Mais tout le monde a été dans ce pays. Donc arrêtons ce discours-là. Ouais. Voilà. Arrêtons ce discours-là. Le pays a été dirigé par des rebelles à tous les niveaux, qu'ils soient généraux, qu'ils soient ministres, qu'ils soient présidents de la République. Et donc, passons à autre chose, pacifions le pays et allons de l'avant. Alors, toujours dans le cadre de la communication, avant de parler de la communication, est-ce que vous pensez que pour changer l'image de notre média, ce n'est pas le moment de changer l'image de nos médias aussi, de donner un peu plus de crédit à nos médias, parce que cette Sonia Roley, quand elle arrive dans une affaire à la présidence ou pas, on ne l'exige pas une tenue. Mais quand c'est nos sœurs congolaises, on dit non, habillez-vous en pagne parce que vous allez interviewer le président. Si c'est nous les hommes, on nous dit habillez-vous en veste. Mais quand c'est un Kindrix ou un Leclerc ou un Jean-Marie de la Bête, quand il arrive, lui, ben, c'est tapis rouge. Il va même en pantalon ou je sais pas moi, et tout ça. Est-ce que ce n'est pas le moment de changer cette façon de voir les choses maintenant? Tout à fait. Je crois que l'étude des sonneurs relais, c'est une bonne leçon qu'elle a infligée à Tshisekedi, au président de la République et au service de communication de la présidence. Oui. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les médias congolais continuent à se plaindre que le président peut accorder une interview à un média international, à un journaliste, et presque jamais d'interview. Ah mais non, il faut être ensemble, quoi. Et encore que c'est rare, encore que c'est rare. Et je crois qu'aujourd'hui, le président doit se tourner vers les médias locaux et de moins en moins vers les médias internationaux parce qu'il ne connaît pas leurs agendas. Oui. Et donc, il doit s'appuyer sur les médias locaux pour commencer une campagne patriotique pour cette guerre de l'Est. On va terminer cette émission, mais avant de terminer, comment on va terminer l'émission sans parler des personnalités qui font l'image, qui vendent l'image de notre République? Est-ce qu'il n'y a pas un volet de l'image aussi pour vendre notre état des sièges? Je pense ici au docteur Mukwege, je pense ici, je ne sais pas qui, comme le disait quelqu'un, qui peut mieux parler de cette histoire comme le prix Nobel, que vous n'avez qu'un seul prix Nobel. Est-ce que nous n'avons pas l'intérêt maintenant d'associer nos enfants qui sont nés à l'étranger, qui font la musique là-bas, qui font le sport là-bas? Je parle de tous ces gens, sans citer les noms, nommément Maître Gibbs et les autres, bref, tout ça. Est-ce qu'il n'est pas le moment maintenant, professeur, de le mettre tous à contribution? Si oui,
quelle est cette entité qui doit le faire? Est-ce les ministres de l'information? Est-ce les gouvernements? Est-ce le président? Sous quel format? Vous qui êtes aujourd'hui, vous enseignez l'image et la communication. Oui, mais c'est ça le rôle. Le ministre, il n'est pas que de l'information, il est le ministre de la communication. Oui. Et ça, c'est le volet communication. Je prends d'autres exemples. Lorsque on parle de Tutsi Congolais, tout de suite, Minimbe, on chante Minimbe, ça fait le boucle sur les réseaux sociaux. Oui. Et donc, je crois que c'est le moment, on a fait ça à l'époque de musée. Il y a eu des chansons patriotiques et je crois que ça doit être coordonné par le gouvernement. Le ministre de la Communication doit aller vers les artistes, aller vers les journalistes, aller vers tous ceux qui ont les talents pour mettre leurs talents au service du pays. Et ça c'est très important. Autre chose que j'allais dire, c'est que il ne faut pas seulement penser argent. Là, il s'agit du pays. J'ai parlé avec certains journalistes, je vois tout de suite les gens voir comment l'argent va circuler. Mais vous savez, je me rappelle du lancement du franc congolais. Franc congolais qui a réuni tous les artistes. J'ai un jeune frère qui me dit, quand j'ai entendu cette chanson, j'avais vraiment, c'était, le musée venait d'arriver, j'avais vraiment l'impression, il dit à Lingala, Congo et Bongi. C'était tellement emballant, c'était tellement l'image de nous. Parce que les stars sont des leaders d'opinion. Il faut mettre le discours dans leur bouche. Il faut les utiliser pour... Les gens comme les gens Bouba, les gens comme Lokwa Kanza, qu'ils mobilisent les familles, tout le monde, ceux de l'Est, pour arrêter ça. Je crois que c'est important qu'on passe par là. Et je suis certain que ça peut donner des résultats. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui... bon, ça c'est peut-être pour vous déranger, pour vous taquiner un peu, mais je le fais quand même. Est-ce que vous pensez que Dr Mukwege serait à l'aise de partager sa tribune de gloire avec un autre Congolais d'un autre secteur, où les gens comme Mukwege, il ne faut pas les avoir deux dans un truc, il faut qu'ils soient seuls dans sa posture, parce que c'est quand même un prix Nobel. On n'en a pas deux en tout cas, il n'y a pas un collège de prix Nobel au Congo. Non, je crois plutôt qu'on a besoin de lui, vous l'avez dit, on a besoin de lui dans cette campagne, et je crois lui qui ressent cette insécurité dans sa peau, je crois qu'on a besoin de lui. Mais il faut que les choses soient canalisées. Vous savez c'est quelqu'un de très réservé, de très attentiste. Vous avez appris précédemment qu'on a dit, est-ce qu'il peut venir déposer sa candidature? Il dit non. À la CENI. Voilà. Donc il est très réservé, non pas parce qu'il a une autre opinion de lui. Non, il faut vivre avec Mukwege pour comprendre combien il est modeste. Combien il vit avec tout le monde. Mais est-ce que vous savez, professeur, c'est grâce à lui que le Congo est devenu le capital du viol? Il a réussi à mettre dans la bouche des Occidentaux pour faire de ce pays. Pas du tout. Oui. Est-ce que... Bon, je n'accepte pas le terme capital du viol, c'est péjoratif. Est-ce que le Congo n'incarne pas le mal? Mais justement, mais c'est grâce à lui qu'on a mis le projecteur dedans. Non, mettons-le en dehors. Oui. Est-ce que oui ou non, le Congo, c'est le pays où les femmes sont le plus violées? Bien sûr que oui. Mais alors, pourquoi vous voulez le charger? Non, est-ce que c'est une mauvaise chose pour lui que de dénoncer ça? Bien évidemment. Appeler à l'aide, peut appeler à la solution. Je m'explique. Regardez le Rwanda. Si le génocide est aujourd'hui aussi, on va dire, médiatisé comme ça, c'est parce qu'il y a eu des têtes, il y a eu des ambassadeurs qui ont parlé de cela. Nous avons un Mukwege qui a sorti le mal qui se faisait dans le silence ou qu'on ne voyait pas. Il fallait se taire sous le mal. Alors, voilà justement. Donc, je dis, c'est pourquoi je dis, en fait, comme vous, je le dis que si, comme Mukwege a réussi déjà à sortir, à mettre ce mal à la lumière de tout le monde, que tout le monde comprenne qu'au Congo, il se passe des choses, je veux dire, insupportables, intolérables. On peut jouer le même jeu. On peut faire la même chose avec même Mukwege. Pour dire au Mukwege, bon, voici maintenant, vends-nous l'état des sièges, vends-nous cet impératif. Faites comprendre aux gens, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas de commune mesure entre la liberté et la vie. Alors, est-ce qu'on va mettre Mukwege dans le sac avec tout le monde, ou on fait des micro-programmes comme ça, Mukwege dans son aile à lui, les musiciens dans leur aile à eux, les joueurs dans leur aile à eux? Est-ce qu'on doit faire ça comme ça, ou on doit... Quel est le format le bon format? Non, mais chacun a son outil. Mukwege n'a pas le même outil que les musiciens n'ont pas le même outil que vous, les journalistes. Je crois qu'il revient au gouvernement d'organiser les ressources humaines et les qualités que nous avons pour que chacun puisse jouer sa partition. Et ça, c'est incontournable. Est-ce que Mukwege saura supporter la politisation? Parce qu'après, c'est la récupération politique. Je crois que M. Mukwege tient beaucoup à son image et qu'il n'aime pas très s'immiscer dans les affaires politiques. Est-ce qu'il ne va pas prendre ça de cet œil-là?
Comment faire comment lui présenter l'affaire? Comment lui présenter les dossiers? Oui, malheureusement, parce que nous, on veut tout politiser. Malheureusement. Moi, j'ai beaucoup discuté avec le Dr Mukwege. Je suis parmi, à l'époque où Bemba était en prison, Kisa Katumbi était en exil, Tshisekedi Etienne était malade, tout ça. Moi, je suis parmi de ceux qui ont pensé que Mukwege pouvait être candidat président en 2014-2013. Mais quand on aborde cette question avec lui, il est très réservé, il n'en veut pas. C'est ça la vérité. Contrairement à ce que les kabylistes pensaient que non, il a des intentions et tout. Et donc, je crois qu'il ne faut pas politiser la démarche. Il faut travailler avec lui. Qu'est-ce qu'il peut faire? Où est-ce qu'il peut s'arrêter? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Mais c'est un Congolais. Il a des carnets d'adresses que nous n'avons pas. Il a des portes qu'il peut ouvrir. Vous savez, si Mukwege dit de la tribune des Nations Unies ou de l'Union Européenne, il dénonce les tweets de Sonia Relais, ça aura d'autres ampleurs. Par exemple. Ça aura d'autres ampleurs. Par exemple. Mais il faut l'amener à ça. Très bien. Est-ce que, comment l'amener à ça? C'est peut-être là, il faut entrer en contact avec lui et tout ça. Merci beaucoup, professeur Mfoto, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je crois qu'on va revenir encore avec vous pour évaluer l'état des sièges. Je crois que vous êtes la personne mieux placée pour évaluer progressivement l'état des sièges afin qu'on ne bascule pas non plus dans la barbarie, mais que l'on garde plutôt, parce qu'il faut dire que depuis qu'on a décrété l'état des sièges, il y a 0 massacre jusque-là. Espérons que ça va aller. Si, il y a des tueries. Des tueries de civils? Quoi? Des tueries de rebelles. Oui, on a tué des rebelles, effectivement. On a tué aussi des civils. Oui. Ouais. Alors, ok, mais alors il faudrait peut-être avoir plus d'éléments que ça, parce que jusque-là, on n'entend pas, comme c'était dans le temps, 10, 15, 20, 30 mourir. On a vu des localités être récupérées. Je pense qu'il faut aller dans cet élan-là et motiver, et sinon, garder un œil sur la question. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. J'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Mais quand tu as nyonso, biloko ya congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Po babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini? Ndeko na yo azoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbayo. Kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Enkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya motu ya mokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kone ya bino kanyo. Kolia na abeti. Choko na yo. Oyoki te, otali ba info te, omoni ba maquette te, omoni signature ya ba contrat te. Seul partenaire immobilier sûr, Objectif Habitat Asbel, Maman Moseka. Kotoyo ekomi kosila. Epa na biso nungu ezala te. Tobanda na la île, tokomi na la 7. Maman Moseka, partenaire ya sûr. Kotoyo ekomi osila o. Afin que bato nyonso bazala servi, mbaloyo, platinum, gold, silver. Platinum, $6,000. Gold, $4,500. Silver, $3,500. 20 sur 20 na maluku
na Macadam, nouvelle zone économique Pene. 400 mètres carrés, payable en 12 tranches. Pour na IP sécurité, to rassura. Maman Laure, maman y a opportunité à Koma na Gombe, avenue Lukusa numéro 5, rond-point Forestcom. Objectif Habitat, votre objectif. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kimya bana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kimya bana Kongo, toye mali, toye molonde ne ya lisa.